cas de servir. Donc on a bien cherché, on a même cherché chez Shopify pour savoir si on pouvait faire notre plateforme là-dessus. On a cherché auprès de marques blanches, de plateformes à marque blanche comme Miracle. Eh bien non, en fait, le spectacle vivant n'est pas juste spécifique dans sa nature, dans ce qu'il exprime, il est également spécifique dans le numérique. Donc on a dû développer l'outil derrière pour faire fonctionner cette plateforme. Et cet outil, en fait, il s'est avéré très intéressant à plusieurs niveaux, puisque, en fait, il était conçu pour être transparent, donc avec des règles fiscales, comptables, tout ça au départ. Et puis, il était conçu aussi pour être pertinent, pour que le spectateur, il faut savoir qu'il y a une vieille statistique qui rôde dans le spectacle vivant, qui est que sur 100 spectateurs intéressés pour aller voir un spectacle, Continue. D'accord. Sur 100 spectateurs intéressés pour aller voir un spectacle, il n'y en a que 20 qui finalement iront le voir. Et sur ces 80 personnes, il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information pertinente au bon moment et qui leur correspond. Donc c'est vrai que l'information, quand on sort du périph' et quand on va par exemple dans le Pas-de-Calais chercher des informations sur le spectacle vivant, eh bien on doit être très motivé parce que c'est un parcours du combattant. Et il faut avoir une formation au moins ou un background dans le spectacle vivant pour comprendre ce qui se cache derrière les noms, derrière les chiffres et derrière des informations qui ne sont pas à jour. Et souvent quand on trouve un spectacle, il est déjà complet ou il n'est plus à l'affiche. Donc déjà remédier à cette information de manière pertinente avec ce qu'on appelle l'UX, l'UI. En fait, donner au spectacle, au théâtre, une structure partagée par tous, avec des principes clairs de transparence, y compris financière et juridique, et qui permettent en fait de, enfin, enfourcher le tigre, on dit encore ça aujourd'hui? Non, pas vraiment. Donc, qui permettent en fait de devancer les futures évolutions et les futures révolutions du numérique. Voilà. Et donc, on a développé cet outil. Et les producteurs sont venus nous voir en disant « Charlotte, c'est génial ton outil, la plateforme c'est super, hein, vraiment vous communiquez très bien, ça correspond, voilà, sortir entre copines, pour sortir avec son ado, voilà, on commence à avoir des vrais effets sur notre recommandation, sur nos moyens de communication. Mais l'outil derrière nous intéresse parce que nous déjà au départ on ne sait pas faire, c'est-à-dire que sur nos sites internet on ne sait pas vendre, c'est bien beau que tu nous donnes la donnée mais on ne sait pas la traiter, on ne sait pas quoi en faire. Et donc on a développé, on a mis en fait, on est en train de mettre, en fait, grâce au soutien de la force publique, cet outil que nous avons développé quand même avec de longues heures de travail en rédaction, de cahier des charges, en test, en staging, en passage en prod. Enfin voilà, depuis 3 ans, alors je pars un peu dans tous les sens, mais avant j'étais productrice de spectacles vivants, j'étais metteur en scène, j'écrivais même des pièces et depuis 3 ans je vis dans l'univers du numérique en parlant tout le temps, en dialoguant avec des développeurs. Et donc, pendant 3 ans, on a travaillé là-dessus. Et donc, cet outil, qui est quand même pensé spécifiquement pour le spectacle vivant, eh ben, on le met à disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un théâtre qui n'a pas de site internet, eh bien, on peut lui fournir un outil de réservation. Et on tisse des partenariats, notamment avec une société qui, je pense, est présente aujourd'hui sur le forum, avec Ticket Factory. Donc, on arrive en fait à donner un service sur mesure, clé en main, pour les producteurs et cette plateforme qui n'est pas un outil de billetterie, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lauréats qui étaient pour développer un logiciel de billetterie. Nous, en fait, on est agnostique. L'idée, c'est de développer quelque chose qui peut s'interfacer avec n'importe quel outil de billetterie. C'est encore une autre industrie, la billetterie pure, avec toutes les normes fiscales et toutes les contraintes et obligations. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est à rendre visible le spectacle vivant. Donc cet outil-là, c'est sous la forme d'un widget. Vous pouvez le mettre sur votre site de compagnie, de théâtre. Vous pouvez le mettre sur le site d'un agenda culturel d'une collectivité. Et puis on va aller plus loin, on va développer notre plateforme en marque blanche, ce qu'on a cherché vainement au moment où on s'est développé. Ce qui fait que n'importe quel outil de billetterie pourra dire, tiens, si je veux proposer un service de plateforme à une collectivité, je pourrais me servir de cette plateforme. Et puis nous, derrière, grâce à tout ça, grâce à ces flux qu'on mutualise en système multitenant, est-ce qu'on a parlé de ça? Oui. En système multitenant, ça nous permet, nous, de transférer la donnée et en même temps de l'étudier à notre niveau et de l'exploiter à notre niveau. Voilà. Donc c'est le principe du partage qui n'appauvrit pas, mais qui au contraire enrichisse tous ceux qui participent à ce partage. Voilà, ça c'est BAM. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc merci à l'AMI Billetterie Innovante, merci aux équipes de la Banque des Territoires qui ont été là depuis le début, depuis la phase 1, quand on a fait nos premières études. Aujourd'hui, on est installé sur Paris, on va avoir une quinzaine de salles au Festival of d'Avignon, une trentaine de salles au Festival of d'Avignon. On est en train de s'installer sur Nantes, sur Lyon, à Toulouse. Voilà, et j'appelle tous ceux qui travaillent sur la technologie de la billetterie à se rapprocher de nous parce que vraiment on est ouvert à
toutes les coopérations et partenariats possibles, parce que au départ, on part avec des idées, une utopie, en disant c'est bien, ce serait bien de créer un endroit social, éthique, solidaire, où tout le monde va s'entendre pour se partager des données. Et en fait, on se rend compte que l'ADN est bien au-delà de l'idée, bien au-delà du secteur du spectacle vivant. Et à chaque endroit, la structure, y compris en termes de développement, y compris dans nos métiers, y compris dans nos dialogues avec nos différents développeurs, à cet endroit-là, il faudrait aussi qu'on soit dans ce projet de partage, de mutualisation, d'ouverture des API, c'est un sujet. Et merci Charlotte, on va débattre de tout ça. Okay, j'ai utilisé mon temps, c'est ça ? Largement, voilà. Oui. J'étais la première. Alors... Merci Charlotte. Donc, la prochaine étape, vas-y. Travailler avec vous pour que toutes les bonnes idées remplissent les salles et rétribuent justement les créateurs. Parce que oui, le but principal de notre travail depuis 3 ans, c'est que les salles explosent de public, qu'on soit obligé de multiplier des dates de représentation, et ceci partout en France, pour mieux vivre ensemble. Voilà, merci. Merci Charlotte. Je vais demander à Thierry de venir. Charlotte, tu peux lui donner le micro, après t'installer sur la chaise que tu veux. Et après le théâtre, ça va être le cinéma avec Thierry Delpy pour Ciné Society. Tu as la zapette, c'est à toi. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc je suis Thierry Delpy. Là. C'est là, en effet. Donc je suis le président de Ciné Society, qui est le chef de file du projet Cinédata. Cinédata, c'est un projet sur lequel on est 4 partenaires. C'est le seul projet lié au cinéma qui a retenu dans cet appel à projet, donc on en est assez fiers, parce que c'est quand même un secteur qui est très important. La salle de cinéma, c'est, suivant les années, entre 1,3 milliard et 1,5 milliard de recettes par an, qui après irrigue toute la filière, donc c'est un secteur... y compris économiquement très important. Donc on est 4 partenaires, Ciné Society, on a 2 acteurs de billetterie dédiés au cinéma, 2 des principaux acteurs qui sont Money Service et Ciné Digital, et le SCAR, qui est le syndicat des cinémas d'art et d'essai, qui regroupe 450 cinémas en France, de toute taille, mais qui sont plutôt des cinémas indépendants. Donc juste quelques notions de contexte sur ce secteur du cinéma, puisque comme je suis le seul à le représenter, je vais vous en donner quelques spécificités et ce qui nous a amené à ce projet-là. Donc le cinéma, en France, il y a un peu plus de 2000 cinémas aujourd'hui. Mais la grande majorité sont des petits cinémas. En fait, les circuits, ceux qu'on a l'impression de voir beaucoup, les grandes salles comme Pathé, EGC, CGR, ça ne représente que 200-250 cinémas. Donc la très très grande majorité du secteur est très morcelée, avec 55% des cinémas qui sont des mono-écrans, donc vraiment des salles petites. Mais le salle de cinéma, c'est elle qui a le point de contact avec le public, c'est elle le point de vente, c'est elle qui est identifiée, qui est prescripteur. Faut savoir que l'autre statistique, alors celle qui tourne dans le milieu du cinéma, c'est que 83% des spectateurs fréquentent un seul cinéma. Donc il y a vraiment un lien très très fort entre un cinéma et son public. Mais comme c'est un secteur très morcelé, les exploitants de salles de cinéma sont très très peu à l'aise avec le digital et surtout voilà, sont très isolés dans leur petite exploitation. Et en face, on a les distributeurs, c'est 142 sociétés qui sont actives par an, donc c'est pas beaucoup de sociétés, qui distribuent 5 films sur les 700 à peu près qui sortent par an. La plupart de ces sociétés-là ne sortent qu'un seul film dans l'année, et pas tous les ans souvent, donc là aussi c'est des petites structures assez isolées. Elles sont en charge de la promotion des films, mais elles n'ont pas le contact non plus avec le public, elles n'ont pas de marque identifiée. La plupart des distributeurs, à part Disney ou Warner, les gens n'en entendent pas parler. Et leur autre problématique, c'est que la durée de vie des films dans une salle de cinéma, elle est très courte. Elle va de 1, 2, 3 semaines à éventuellement, pour des films plus porteurs, quelques mois. Mais donc ils ont besoin de renouveler leur marketing et leur relation avec le public extrêmement régulièrement. Donc ça, c'est un peu notre constat. Et l'autre constat, c'est que le travail entre les exploitants et les distributeurs sur le marketing des films est quasi inexistant. Il y a très très peu de coopération. L'autre constat, donc bon, c'est des courbes un peu rébarbatives, mais la seule donnée intéressante, c'est de se dire que le taux de notoriété des films, donc la connaissance de l'existence d'un film une semaine avant sa sortie, ça c'est une statistique qui est juste sur les 100 films les plus porteurs de l'année. Donc on imagine que sur les films les moins connus, c'est une statistique bien pire. Elle est aujourd'hui en 2023, donc c'est la courbe grise, à 15%, donc il n'y a que 15% des spectateurs, parce qu'en plus ça c'est une statistique qui a été faite en sortie de salle, donc auprès des gens qui vont au cinéma, il n'y a que 15% des gens qui sont au courant d'un film une semaine avant sa sortie, donc déjà c'est très faible, et surtout c'est en baisse, c'est-à-dire qu'avant le Covid on était en moyenne à 20% et ça a chuté de 5% depuis le Covid.
Donc il y a une vraie problématique pour le secteur autour de cette notoriété des films et de faire connaître au public le fait que ces films existent et évidemment du coup qui peuvent avoir éventuellement envie d'aller les voir. Donc ça, c'est notre constat. Et donc la réponse qu'on souhaite apporter à ça, donc voilà, ça c'est un petit récapitulatif, c'est dire qu'effectivement les distributeurs ont une vraie difficulté à faire connaître les films qui sortent, alors que les salles, petit à petit, en digitalisant leur billetterie, ont de plus en plus de données et de connaissances de leurs spectateurs, mais n'en font rien. Les gros circuits commencent à travailler là-dessus, mais comme je disais, ça représente 10%, un peu plus de 10%, 15% des salles en France. Donc notre objectif, c'est de mutualiser cette donnée de billetterie de toutes les salles indépendantes, en tout cas de toutes celles qui le souhaitent, pour que les salles puissent déjà se réapproprier cette donnée, avoir la capacité d'avoir un tableau de bord, de connaître la structure de leur public, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, et de la valoriser, et donc de la proposer aux distributeurs pour que les distributeurs, eux, aient la capacité d'aller toucher le public en fonction, évidemment, de données socio-démographiques, mais surtout sur des données d'historique d'achat et de cinéphilie de chaque spectateur, et de pouvoir adresser un public en fonction de ce qu'il a déjà vu et des films qu'il a aimé voir. Et le dernier point qui est assez important, qui est aujourd'hui complètement inexistant, c'est que les distributeurs qui lancent des campagnes digitales assez importantes dans certains cas autour de leurs films n'ont aucun retour sur le résultat en termes d'achat de ces campagnes, puisque la billetterie de chaque cinéma est isolée et donc il n'y a pas capacité aujourd'hui de rassembler cette donnée. Voilà, donc les objectifs, c'est de faire ce partenariat. Donc aujourd'hui, on est en train de s'intégrer donc avec 2 des 3 principaux acteurs de billetterie qui sont intégrés dans le projet. Donc on a une connexion technique. Il y a évidemment tout un chantier RGPD pour le traitement de cette donnée depuis la collecte jusqu'à son stockage, son traitement et après le lancement des campagnes auprès des distributeurs. Les acteurs de billetterie aussi nous aident à communiquer auprès de leur cinéma pour qu'ils rejoignent la plateforme. Et voilà, on va lancer le déploiement d'ici la fin de l'année, a priori, de la première version du système de collecte. Et c'est pour ça aussi qu'on implique notamment un premier syndicat de cinéma dans ce projet, puisqu'il y a un vrai besoin d'évangélisation, en tout cas de conviction auprès des salles de cinéma, de l'intérêt de mutualiser cette donnée et d'intégrer cette plateforme, sachant que notre objectif est vraiment d'être un acteur qui soit transparent, donc c'est-à-dire que tout ce qui est collecté, l'exploitant en aura une visibilité, toute l'utilisation de la donnée qui est faite de chaque cinéma, l'exploitant aussi pour avoir une visibilité. Et et que ce projet profite à tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires qui sera généré par les campagnes que les distributeurs opéreront en utilisant ces données sera en partie rétrocédé aux salles de cinéma. Donc toutes les salles de cinéma qui participent à ce projet pourront aussi profiter non seulement des entrées supplémentaires qu'on espère ça va générer, mais aussi de l'investissement que les distributeurs pourront faire en utilisant cette donnée. Merci Thierry. Voilà. Ciné Society, je vais demander maintenant à Jonas Turbo de nous rejoindre, qui nous vient d'outre-mer. Son projet, lui, c'est le seul qui soit open source parmi les 9. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'open source, il va nous expliquer ça. Merci à tous. Oui, je m'appelle Jonas Turbo. Alors, j'ai 2 métiers. Vous allez voir, ça va avoir du lien avec TBA. Mon premier métier, c'est régisseur de festival et ingé son. Et mon autre métier, c'est développeur Python. Et du coup, j'ai essayé de lier ces 2 univers-là avec TBA. Alors, on est une coopérative aussi, une SIC. Et c'est cool de voir aussi on est de moins en moins, de plus en plus nombreux, je trouve, dans ce milieu-là. Et c'est plutôt chouette. Et nous, on a construit la coopérative dans le but de créer des communs numériques. Alors parce qu'on vient de lieux, de tiers-lieux, dans lesquels ces notions-là sont très très importantes. La création de communs, comment on crée un lieu en commun, comment on crée de la valeur en commun, comment on crée de la donnée en commun, tout ça, comment on s'en sort avec tout ça, avec des idées de fédération, en gros. Et voilà, j'aime souvent dire qu'on a construit TBA à plusieurs, dans le lieu, non pas comme une start-up, comme on a construit une boîte pour ensuite aller le vendre à droite à gauche. On l'a vraiment construit à l'intérieur des lieux, parce qu'on en avait besoin d'abord. C'était surtout un besoin qu'on a voulu faire. Voilà, alors aujourd'hui, TBA, c'est un peu le bordel. Donc, merci, j'espère que je vais réussir à tout expliquer. N'hésitez pas à venir me voir après, parce que c'est vraiment un projet un peu organique. Mais aujourd'hui, ça fait billetterie, ça fait un système d'adhésion associative et d'abonnement, ça fait du cashless, donc ce bracelet que vous connaissez tous en festival,
Mais pas que, ça fait aussi gestion de prise de commande pour restauration, ça fait aussi système bientôt de réservation de coworking, ça fait tout ça. L'idée, on l'a mis en open source, en libre, dans le but que les gens s'en emparent, l'installent et créent des liens entre les structures. Alors, j'aime bien parler de TBA aussi dans son histoire, parce que bon, on l'a créé, comme je vous l'ai dit, moi je suis régisseur, on l'a créé pour à la base faire une petite billetterie pour nous, pour notre Manapini Festival qui était à La Réunion, donc dans la baie de Saint-Joseph, qui est un des plus bels endroits du monde. Je vous conseille, allez-y, c'est magnifique. Le festival n'existe plus aujourd'hui, on n'a pas survécu au Covid, mais on a construit des outils qu'on a essayé de pérenniser. Et donc la billetterie, elle date de bien avant que j'aille moi à La Réunion. J'y ai vécu que 10 ans. Et c'est des copains qui sont toujours là-bas, créoles, qui l'ont construite. Moi, je suis arrivé en 2016 et j'ai commencé. On a cherché des solutions de cashless du coup pour le festival parce que c'est quand même vachement pratique. Il ne faut pas se leurrer. Et on a cherché les solutions. On a trouvé que ça coûtait tous un peu cher. On n'avait pas trop les moyens. On est une petite asso qui font un petit festival. On avait quoi, une jauge de 3000 personnes, c'est pas énorme, quoi, un budget de 100 000 € l'année, enfin bref. Et puis surtout, on était un peu développeurs, un peu hackers, on avait envie de le faire nous-mêmes. Donc on l'a fait. On a fait un festoche, on en a fait 3, 4, ça a plutôt bien marché, on l'a amélioré à chaque fois. Et un jour, il y a le PRMA, le pôle régional des musiques actuelles de La Réunion, qui est venu nous voir au festival et qui nous dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est vous qui l'avez créé, c'est génial. Ça vous dit pas, on vous file un peu de sous et puis vous le développez pour les autres. Du coup, on a commencé en 2018 à s'ouvrir. On s'est installé à droite à gauche, on s'est installé dans d'autres structures. On a pu se payer un petit peu nous-mêmes, les développeurs bénévoles libristes, pour faire du code un peu plus propre. Et on s'est installé surtout dans des structures associatives qui avaient intérêt à garder la carte cashless tout le long de l'année. Et c'est une problématique qu'on avait aussi. On a un festival, on a un café associatif à l'année. On s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que la carte du festival, elle ne servirait pas aussi au café associatif? Et pourquoi est-ce qu'elle ne servirait pas aussi à vérifier qu'il y a une adhésion dessus? Genre, j'arrive au café associatif, je scanne ma carte, ah oui, ton adhésion est à jour, je peux te vendre une bière. C'est une problématique que beaucoup d'assos ont. Hein. Est-ce qu'on peut vendre des bières ou pas? Oui, aux adhérents. Et encore, c'est des grandes questions. Et du coup, on répondait à cette problématique-là. Beaucoup d'assos l'ont prise à La Réunion. Notamment la raffinerie en 2020, la raffinerie, je pourrais en parler pendant des heures, il ne faut pas trop, c'est un lieu fabuleux à Saint-Paul, qui a été donné par le département, dans lequel c'est des vieux bâtiments de raffinerie, du coup de canne à sucre, dans lequel ça a été une vraie fourmilière. Donc il y a autant tout un gros pôle de création numérique, des Fab Labs, un gros pôle culture, des envies de faire des festivals à l'année. Enfin, c'est un gros lieu très très vivant, ce qu'on appelle un tiers-lieu populaire aujourd'hui. Et lui, il s'inscrivait, il construisait en même temps le réseau régional des tiers-lieux avec toute la Réunion, donc une dizaine de tiers-lieux différents. Et l'idée, c'est de dire, bon, ok, nous on veut bien prendre TBA, c'est intéressant, c'est un logiciel libre, c'est dans nos valeurs, mais est-ce qu'on pourrait faire en sorte que la carte d'adhésion, elle puisse être aussi visible dans un autre lieu? Et là, on fait, carrément. Donc vous voyez le truc, on fait donc une billetterie, donc, qui se transforme du coup, si elle est visible dans plusieurs lieux, ça devient un agenda fédéré. Une carte cashless, si elle est utilisable dans plusieurs lieux, ça devient un système de monnaie locale, sur lequel on rajoute aussi des monnaies temps, donc des monnaies de valorisation de bénévolat. Donc c'est devenu un système de valorisation de bénévolat, dans lequel je passe 4 heures de temps à tirer une bière, j'ai 4 points dans ma carte que je vais pouvoir aller dépenser dans un autre asso si elles sont d'accord. Bref, l'idée, c'est qu'on crée du réseau. Est-ce qu'on est sur l'historique, est-ce que tu peux passer au projet? Ouais, carrément. Ouais, pardon. Le projet, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est pérenniser ce système-là, c'est proposer des solutions de création de billetterie, d'agenda, de cashless et de valorisation de bénévolat en fédéré. Le gros projet, c'est lier les lieux entre eux. En fait, c'est leur proposer un système qu'ils peuvent soit auto-héberger eux-mêmes, ou soit nous, si on a des soucis, on y va. Nous, on est une boîte de solutions de services, donc on ne vend pas le logiciel, on vend du temps humain, on vend de l'installation, du conseil. On se rémunère beaucoup sur les développements spécialisés aussi. Mais voilà, en gros, ce qu'on souhaite faire et sur quoi on s'engage là avec les 3 prochaines années, et merci encore pour ce financement, ça va beaucoup nous aider, c'est génial, mais c'est transformer une carte d'adhésion, une carte cashless et une billetterie, des systèmes que tout le monde connaît très bien, en un système de relation entre lieux, pour créer du tissu au sein d'un territoire, quoi. On le fait en coopérative parce qu'on a envie que les lieux qui utilisent TBA prennent part à la gouvernance du projet, donc nous disent globalement ce qui leur manque, parce que TBA, ça ne sort pas de notre cerveau, ça sort surtout des lieux qui l'utilisent.
On s'adapte énormément aux petits assos, aux petites structures, parce que c'est du logiciel libre, donc c'est pas très très cher. C'est pas codé que par nous, quoi. On aime beaucoup l'histoire de la monnaie temps, qui valorise le bénévolat, vraiment, et surtout qui permet à des associations de s'échanger aussi des bénévoles, de donner de la visibilité à un bénévole qui est dans une asso, de voir, ah tiens, je pourrais filer un coup de main aussi à une autre asso. S'il utilise Tipeee, je le vois juste en scannant ma carte. Tipeee, c'est une carte cashless type carte bancaire avec un QR code, je la scanne, je vois les adhésions, je vois les abonnements de toutes les assos du territoire. Je vois les événements et surtout je vois mes tokens, parce qu'on fait de la blockchain, mais pas spéculative, promis, mais on fait de la blockchain qui permet de lier un peu tout ça. Merci Jonas. Voilà. Ça y est déjà ? Oui, on a. C'est horrible, hein, ça va trop vite. Donc on a un logiciel de billetterie de cashless open source. Et je vais demander à Étienne Kemelin de nous rejoindre pour Festic. Et tu peux lui donner le micro et t'installer. Oui, bonjour à tous. Je vais en arrière, non ? C'est ça. Voilà, donc Festic, je suis là pour vous présenter un projet qui s'appelle Data Ticket, qui est celui qui est soutenu par le ministère. Et essaye de bien tenir ton micro. Pour nous replacer dans le contexte, Festic, c'est 12 années d'expérience en billetterie dans le sud-ouest. On est une société toulousaine. C'est des innovations constantes, ça continue. On a de nouveaux produits qui vont sortir bientôt. Ce sont des engagements sincères et vérifiés au profit des organisateurs. Donc vous pouvez le vérifier en vous méfiant des imitations, parce qu'on a feu un concurrent qui s'appelait Festiquet, qui phagocyte un peu les avis négatifs. Voilà. On est surtout reconnu pour la qualité de service, je me passe un peu de pommade, sur la mutualisation, notamment des équipements, ce qui est un gros levier de diminution de l'empreinte numérique, et sur la gestion rigoureuse que l'on fait des données. Ceci étant dit, alors je ne sais pas où vous avez trouvé cette police de caractère, ceci étant dit, on a mené il y a 6 ans une réflexion sur l'avenir de la billetterie. On en arrivait à déjà la mise en 3 équations de la problématique des solutions de billets, des organisateurs. Ils ont besoin de connaître et de fidéliser leur public. Ils ont besoin d'acquérir un nouveau public et ils ont besoin d'optimiser leurs revenus. Je pense que si on répond à ces 3 problèmes, on répond à 99% de la problématique des organisateurs autour de la billetterie. On s'est aperçu que la donnée était au cœur des solutions, qu'il fallait savoir les récupérer, les protéger, ce qui pour nous est très important, et les exploiter, tout en restant respectueux de plein de choses, notamment de la réglementation. On a donc commencé le développement d'un produit qu'on appelle Stock Ticket, qui est le premier étage de notre fusée, qui est un outil marketing complet. Donc par outil marketing, j'entends que c'est un moteur qui vous permet vraiment de définir toute série de politiques commerciales, en marque blanche, éventuellement, mais qui est aussi un système ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait y adosser une autre billetterie primaire, qui sera votre billetterie principale, mais utiliser par l'intermédiaire de Stock Ticket des modules qu'on vous propose sous forme de store, qui vont par exemple concerner le merchandising, mais qui seront éventuellement aussi des billetteries tierces, de manière à ce que des organisateurs ou des salles puissent collaborer. Effectivement, ce n'est pas idiot de penser que quelqu'un qui va au théâtre du Châtelet puisse, sur le site du théâtre du Châtelet, réserver aussi des billets pour le Palais de Chaillot, voire pour d'autres salles. Et nous, on garantit par l'intermédiaire de notre moteur la possibilité de cette interconnexion. Et enfin, on travaille aussi sur la juste répartition des frais de billetterie et sur le choix du mode d'encaissement. Donc, vous connaissez peut-être le principe du mandat opaque et du mandat transparent. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le choix doit appartenir à l'organisateur. Et on considère que le modèle qui consiste pour une billetterie à appliquer une commission fixe, quel que soit le mode d'achat du billet, doit être bouleversé. Il faut tenir compte de chaque intermédiaire et notamment appliquer des frais très très minimes, voire inexistants, lorsque l'intermédiaire, c'est l'organisateur lui-même. Ça permet de répondre aussi à la deuxième question qui consiste à acquérir un nouveau public. Donc le nouveau public, on peut l'acquérir
grâce à notre store, on peut tout à fait imaginer de mettre un connecteur avec BAM Ticket, ça serait royal, qui permet donc de multiplier les canaux de diffusion. Et surtout, ce store garantit une anticipation technologique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les innovations de demain, moi, je ne les connais pas. Par contre, il faut qu'elles puissent s'adapter à une solution de billetterie. D'un autre côté, il serait compliqué de voir venir quelqu'un avec une technologie innovante pour vendre des billets et lui confier l'intégralité de votre billetterie. Non, il y a une nouvelle technologie, une structure s'en empare, elle est capable de la proposer et vous pouvez l'utiliser et lui confier une partie de votre billetterie. Je vais vous donner 2 petits cas d'usage, par exemple. Imaginons qu'une société développe un module complètement interfacé avec TikTok. Angèle fait un concert, le producteur demande à Angèle, qui a une belle chaîne TikTok et une belle base de fans, d'utiliser ce module pour vendre des billets. Il faut que cela soit possible. Et nous, StockTicket, on garantira de rémunérer directement tous les intervenants, c'est-à-dire la personne qui a développé le connecteur TikTok, mais éventuellement aussi le chanteur, selon les recommandations de l'organisateur. Autre chose, une régie de transport. C'est pas complètement idiot de penser que rapidement, on pourra adosser à son billet de spectacle un billet de transport en commun. Ça serait même intéressant. Mais on peut aller un petit peu plus loin et envisager la réciproque. C'est-à-dire que je puisse, depuis mon pass Navigo, acheter un billet pour ce concert d'Angèle, et éventuellement, pourquoi pas, que ce système d'affiches interactif qu'on a dans les murs du métro puisse me proposer un accès à la billetterie. C'est une méthode de trouver du nouveau public et qui peut s'étendre. Imaginez que demain, on adosse une billetterie à un système de GPS ou à un fournisseur d'accès Internet. Ça permettra de le faire. Ensuite arrive le projet DataTicket, qui est vraiment le projet sur lequel on est soutenu. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va construire un entrepôt de données qui va vous permettre plusieurs choses. Déjà, de mutualiser vos données selon vos souhaits, entre organisateurs. Parce qu'un organisateur avec ses propres données en fera beaucoup moins que 50 organisateurs qui mutualisent leurs données. On va vous donner le moyen de les exploiter, ces données, et surtout, on va développer une application qui va vous permettre d'avoir connaissance, ou du moins de créer un lien avec le public inconnu. Le public inconnu, il est très important. Ce sont tous les gens que vous ne connaissez pas directement. Par exemple, ce sont les gens qui ont le 2e ou le 3e billet d'un panier. Vous connaissez l'acheteur, mais vous ne connaissez pas ses amis qui sont venus à votre spectacle. Ce sont les gens qui achètent leurs billets sur place. Vous n'allez pas leur demander leurs coordonnées alors qu'il y a une file d'attente. Ce sont les gens qui achètent leurs billets via un canal de distribution qui ne vous fournit pas les données personnelles. Donc c'est un volet de DataTicket, de créer une application qui vous permette de créer un lien direct entre tous vos spectateurs, même ceux qui sont inconnus, et le producteur ou l'artiste. Petit cas d'usage, Big Flo et Oli ont organisé... Alors je suis toulousain, donc c'est normal que j'en parle. Rapide, le cas d'usage, Étienne. Ouais, Big Flo, j'ai presque fini. Big Flo et Oli ont fait un concert en 2016. Il y avait 200 personnes. La semaine dernière, ils ont rempli 2 stadiums. Grâce à cette application, ils auraient pu contacter les 200 spectateurs du premier concert pour leur proposer une place VIP en mettant tout ça bien en forme. Donc DataTicket, c'est quoi? C'est un univers qui sera ouvert à toutes les solutions de billetterie. Et on va aussi faire appel à des technologies issues ou proches de l'IA pour proposer des référentiels fiables et en libre accès. Petit exemple, la liste des lieux de spectacle. Actuellement, aucun référentiel sérieux n'existe là-dessus. On va abandonner la notion de catégorisation, qui est un petit peu omniprésente, qui nous oblige à décrire un spectacle en disant c'est de la musique, c'est de la musique actuelle, c'est du rock, c'est du métal, etc. Pour travailler plutôt sur du langage naturel. On va vous permettre de partager des données statistiques pertinentes, savoir sur une esthétique quelle a été la fréquentation dans une région, par exemple. On va vous permettre de faire des préconisations sans fuite de données. Alors la fuite de données, c'est tout ce qui se passe quand, par exemple, vous utilisez des pixels sur des réseaux sociaux. Finalement, vous leur donnez plus de données que ce que vous en récupérez. Et notre application qui va vous permettre de créer ce lien direct. Voilà, en conclusion et pour répondre à la question, quels sont les enjeux pour les secteurs auxquels on répond? C'est vraiment de vous donner la liberté et le choix
dans l'exploitation des données grâce à DataTicket. Merci Étienne. Et je vais demander à Nordine Guéribi de venir, qui remplace au pied levé son président et cofondateur, Nordine pour WizEvent. Donnez-lui le micro et la télécommande. Bon, bonjour à tous. Comme vous le voyez, je remplace Pierre-Henri Deballon au pied levé, là, qui est bloqué chez un client sur Lyon. Donc moi, je suis Nordine Guéribi, je suis le directeur commercial chez WizEvent. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille chez WizEvent et j'accompagne les organisateurs qui utilisent nos solutions. Alors WizEvent, c'est quoi? WizEvent, c'est un écosystème complet pour un organisateur, c'est-à-dire qu'on va lui proposer d'utiliser 6 applications à destination des organisateurs, en démarrant par la billetterie, le module d'inscription, en passant par un contrôle d'accès, donc l'accueil sur site du public, la gestion des consommations sur un événement, un outil CRM qui permet aussi de coordonner et de suivre les données qui ont été récupérées à travers toutes les solutions, une gestion de staff et d'accréditation. Donc cette solution, elle est toute nouvelle chez nous, elle permet notamment à des organisateurs de festivals de pouvoir générer des formulaires d'inscription pour leurs bénévoles, pour leur staff, pour leur accréditer, gérer des missions, des plannings et permettre de travailler sur un logiciel qui est en ligne. Et une solution de placement numéroté 3D, donc qui s'appelle Passifa, donc qui est intégré dans notre écosystème et qui aujourd'hui permet de modéliser les plans de salle en 3D pour les organisateurs de spectacles, opéra, théâtre. Chez WizEvent, on est 150 aujourd'hui, donc on est une société qui est vraiment axée sur la partie technologie, puisque un tiers des effectifs font partie de l'équipe technique. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de permettre à des organisateurs d'utiliser les meilleures technologies, le maximum de fonctionnalités pour répondre à tous les usages métiers que peuvent avoir les organisations. On travaille avec des acteurs vraiment de tout type, c'est-à-dire qu'on est présent dans le secteur de la culture, donc à travers les festivals, les organisateurs de spectacles ou autres, mais on est aussi présent dans le sport, dans les salons, dans les conférences. Et la spécificité qu'on a, c'est qu'on travaille avec des grandes organisations, donc je peux citer Live Nation par exemple, les Vieilles Charrues, le Hellfest, mais aussi le Grand Prix de Formule 1 au Mexico ou Paléo en Suisse. Et aussi, c'est-à-dire qu'une grosse partie de notre savoir-faire, il est issu des petites et moyens organisateurs qui représentent jusqu'à 70% aujourd'hui des organisateurs qu'on accompagne. Et donc dans le cadre de ce projet, on s'est appuyé sur 2 technologies chez WizEvent, donc la technologie de billetterie qu'on propose aujourd'hui et qui permet notamment de pouvoir gérer de la billetterie placée, mais également toute la partie modélisation 3D, donc Passifa, qui nous a permis de travailler sur un projet autour du placement numéroté. Et donc notre constat déjà, c'est de dire aujourd'hui les besoins d'une billetterie placée sont beaucoup plus complexes, évidemment, qu'un organisateur qui va vouloir mettre en ligne un événement non placé, type un concert debout, etc. Alors pourquoi? Parce que c'est soumis déjà à un lieu, à une date et à une jauge. Donc on a une jauge de place sur lequel on ne peut pas dérober. C'est-à-dire que si on a 500 places dans notre salle, on ne peut pas vendre 501 places. Ça crée du litige complet à l'arrivée du public. C'est évidemment une mise en vente qui peut être... en dernière minute, on a eu notamment des gros concerts là, qui ont été lancés, qui ont lieu dans un an, dont la mise en vente a lieu de manière très rapide, mais il y a également aussi des producteurs qui programment des tournées d'artistes, donc 1 an, 2 ans à l'avance, et qui ont besoin du coup d'avoir un plan de salle intégré et tous ces aspects-là. C'est une tarification et des disponibilités qui sont importantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un événement placé, on peut avoir une différence et une catégorie de prix très très important, puisque on va avoir potentiellement de la billetterie par catégorie, par zone, des abonnements, dans certains cas des passes, et donc il y a une multiplicité de la tarification et des disponibilités qui va être hyper importante à prendre en compte. Et évidemment, c'est la place unique pour le spectateur, c'est-à-dire que
un spectateur, quand il achète un billet pour une salle de spectacle en numéroté, il a un numéro de place sur lequel il va du coup se présenter. Et donc dans le cadre de ce projet, nous on a étudié pas mal de solutions autour du placement numéroté, donc une quinzaine d'acteurs européens pour lesquels on a fait des audits autour de leurs solutions. Et du coup, notre constat, c'est de dire qu'aujourd'hui, les solutions en placement numéroté qui sont proposées aux producteurs sont soit hyper complexes ou hyper coûteuses à mettre en place. Il y a évidemment sur toutes les solutions self-service que WizEvent, dont WizEvent fait partie, les solutions qui sont proposées sont plutôt agrégées avec des éditeurs spécialisés qui permettent du coup de modéliser par exemple votre plan de salle. La difficulté liée à ça, c'est que ce sont des solutions qui sont alors soit hyper coûteuses parce qu'ils ont un modèle économique où ils ne vont pas prendre une commission par billet, mais finalement ils vont prendre une commission par exemple au clic, ou la même commission que ce soit un billet payant ou gratuit. Donc on est sur des modèles économiques qui sont difficiles à défendre aujourd'hui pour les producteurs. Ou alors on va être évidemment sur des acteurs qui vont être du coup, on n'a aucun acteur de tout ce qu'on a pu étudier, on n'a aucun acteur qui est français. Donc on va avoir un service après-vente, des complexités à échanger avec ces différents éditeurs qui sont nécessaires aujourd'hui pour utiliser une solution self-service. Sur les autres acteurs, il y a un monopole aujourd'hui de certaines solutions historiques qui ont, par des accords, par exemple d'interfaçage en temps réel, ou d'accord avec une salle de spectacle, vous impose un logiciel en tant que producteur. Et ça, c'est le constat qu'on a émis. Et pour le coup, ça donne finalement pas le pouvoir à la production de choisir avec quel outil il a envie de travailler, peut-être une solution un peu plus moderne, etc., pour lui permettre de vendre ses tickets. Donc des freins à la mise en place, donc on a dit que c'était des coûteux et complets. Il y a peu de flexibilité également pour des cas complexes. On pense notamment, il y a un cas qui est revenu souvent, c'est-à-dire de pouvoir proposer en parallèle une billetterie en placement en choix sur place, mais aussi également une billetterie en placement automatique. Dans certains cas, ça peut être hyper intéressant, notamment quand on fait de la vente à l'entrée au guichet d'un événement, et donc ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Et donc ces éditeurs et ces solutions, ils ne proposent pas dans certains cas les deux possibilités à mettre en place. Non, Nordine, on va vers une conclusion. Avance. Ouais. Je parle beaucoup. Et donc ce projet-là, on revient. Et donc ce projet-là, on a envie de le mener, donc grâce à notamment au soutien du ministère. Et notre volonté, c'est de proposer un outil self-service dans l'air du temps avec une solution SaaS accessible à tous qui permet à n'importe quel producteur, salle, théâtre de pouvoir modéliser son plan de salle, mettre en vente, gérer des contingents en toute autonomie avec évidemment l'accompagnement et l'assistance de nos équipes. Mais l'idée, c'est de pouvoir le mettre au plus grand nombre. C'est que le producteur, la salle, ne soit pas... qu'on ne lui impose pas un acteur ou un outil du marché. Et donc ça, c'est important, avec évidemment 2-3 éléments importants que nous, on va essayer de garder, qu'on va garder en main. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un logiciel qui reste complètement ouvert sur l'écosystème. Donc pouvoir s'interfacer, si demain vous avez envie de vendre des tickets auprès d'un distributeur, on sera en mesure de le faire. Pouvoir proposer quelque chose qui soit interfacé avec un système de contrôle d'accès fixe, par exemple, sur les grandes salles. Nordine, et quelle que soit la taille du producteur. Je comprends pourquoi tu es chef des ventes chez WizEvent. et je termine par un point juste hyper important quand même. C'est-à-dire que chez WizEvent, depuis 15 ans, on a toujours défendu ce point-là. C'est-à-dire que la data appartiendra évidemment aux producteurs et à l'organisateur à 100%, ce qui est une différence avec beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché. Et dernier point, on est un acteur européen chez WizEvent parce que 50% de notre activité aujourd'hui se fait en Europe. Et notre volonté également, grâce au soutien du ministère et à ce projet, c'est d'exporter le savoir-faire français. On en parlera tout à l'heure. Merci Nordine. Et je demande à Gauthier de Richouft de monter sur scène pour RNDV, qu'on pourrait appeler rendez-vous aussi, je ne sais pas. Il va nous le dire. Comment on pourrait RNDV, dire on peut dire c'est rendez-vous Oui, c'est un peu ça l'idée, ouais. C'est un peu ça l'idée. Alors, je suis là pour vous présenter RNDV. Je vais faire très rapide.
Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me poser des questions après cette présentation. Vous avez un site internet rndv.io et vous avez aussi un Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. Donc RNDV, c'est une solution de billetterie nouvelle génération qui a été édité par un groupe qui s'appelle Hands et qui a pour objectif d'accompagner les acteurs de la culture et du patrimoine dans leur transformation numérique. Donc c'est un grand projet qu'on mène à tous les niveaux, à la fois sur la partie acquisition de trafic et réputation, aussi sur toute la dimension intégration de CMS avec des logiques logicielles complexes pour des grandes institutions, et puis maintenant aussi sur une partie logicielle avec l'édition de RNDV. RNDV, en fait, c'est une technologie, un socle technologique unique qui a deux produits en fait, RNDV Plus et RNDV Standard. Le RNDV Plus, c'est un logiciel en marque blanche qui va s'intégrer dans des environnements ultra complexes. Par exemple, la Comédie Française a acquis notre logiciel et est aujourd'hui sous licence. Et le standard, c'est la volonté de proposer un guichet numérique unique à tous les petits acteurs culturels. Donc en fait, vous avez un seul et même socle technologique qui nous permet d'éditer deux logiciels, un pour les gros et un pour les petits. Ce qui fait aussi des passerelles assez intéressantes sur mettre à disposition de petits acteurs culturels des complexités rencontrées auprès des gros. Ça va être des solutions passe culture, des capacités de réservation de groupe, etc., etc. Donc il y a vraiment cette volonté de standardiser des fonctionnalités qui sont normalement uniquement pour les gros, pour les petits. Donc ça se présente de cette manière-là. Vous avez un logiciel complexe qui est édité et qui se vend sous un format vraiment de devis, hein, c'est de la prestation de service. Et puis vous avez un logiciel SaaS qui est, lui, plug and play et qui permet à une petite institution culturelle d'avoir à la fois accès à un CMS, accès à un e-commerce, accès à une billetterie, et donc vraiment tout ça clé en main. Donc voilà ce que je pouvais dire sur RNDV, et je laisse la parole. Merci, formidable, et il fait même les transitions, c'est formidable. Maxime, c'est Relax Ticket et votre projet Antor. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter la société Antor, et pour ça, je vais peut-être faire un détour sur Relax Ticket. Donc, tout d'abord, je m'excuse parce que par rapport aux slides de mes prédécesseurs, les miens sont un peu bruts de décoffrage. Mais c'est un petit peu à l'image de ce qu'est Antor aujourd'hui, c'est-à-dire un squelette de billetterie qui est plus composé de wireframe, wireflow, stack technique et cahier des charges que billetterie pour le moment en tant que telle, même si c'est bien une billetterie qu'on ambitionne de produire à terme. Donc, comme tu l'as dit Rémi, je suis le président, cofondateur de la société Relax Ticket, c'est également d'Antor. Antor, c'est une société qu'on a créée avec mes 3 associés afin de répondre à une problématique qu'on vit depuis la création de Relax Ticket et qui est aussi vécue par la plupart de nos clients sur Relax Ticket. Donc pour ça, je vais revenir un petit peu sur le contexte de Relax Ticket. Donc Relax Ticket, c'est une plateforme de revente qui sécurise les achats et les ventes de billets de spectacle entre particuliers et qui ambitionne à terme d'en finir avec le marché noir de la billetterie. Donc aujourd'hui, c'est une société qui est composée de 7 salariés en CDI et travaille avec 250 acteurs du spectacle vivant, mais aussi du sport, avec des clients comme le Hellfest, l'Opéra de Tours, le Bataclan, la Salle Pleyel, le HBC Nantes, etc. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir sécuriser des centaines de milliers de transactions sur notre plateforme. Sur notre plateforme, on a une particularité pour se démarquer de la concurrence qui est d'apporter un niveau de sécurité très élevé. Et comment on le fait ? On le fait avec notre techno, mais aussi des interconnexions avec des acteurs de billetterie, et notamment des acteurs de billetterie qui sont présents ici même, comme Festic, WizEvent, mais aussi Supersonics, et qui vont nous permettre d'afficher un niveau de service très élevé et une facilité dans l'expérience utilisateur pour à la fois couper l'herbe sous le pied
des entreprises professionnelles qui spéculent sur la culture, mais aussi supprimer les velléités des spectateurs que peuvent avoir en achetant un billet complet et en souhaitant se faire une marge sur leur billet. Et donc cette particularité chez nous, c'est une complexité dans la mesure où on doit être interconnecté avec ces acteurs de billetterie. Et malheureusement, les acteurs de billetterie sur le marché n'ont pas tous la même vision que nos 3 partenaires ici dans le panel. On a des acteurs qui, comme le rappelait Nordine, sont en situation de monopole. On parle plus de duopole finalement, avec le duopole germano-américain, qui eux ont une vision assez différente et ont une stratégie d'accroissement horizontal sur la chaîne de valeur et qui fait qu'ils n'ont aucun intérêt finalement, et on le comprend dans un certain sens, à travailler avec des acteurs tiers et donc à proposer des services innovants pour leurs clients, etc. Et donc on s'est heurté à cette problématique dans la mesure où aujourd'hui, nos clients, les producteurs de spectacles, les salles, les festivals, etc., n'arrivent plus à négocier avec ces acteurs et n'ont pas le choix d'utiliser Relax Tickets sur le marché secondaire ou un autre tiers sur leur plateforme de second marché et sont obligés d'utiliser soit leur solution, soit aucune solution parce qu'ils ne sont pas toujours équipés, même s'ils tentent tous à s'équiper forcément. Donc ça, c'est une problématique qui est assez frustrante parce qu'aujourd'hui, on est en position d'acteur numéro 1 sur le marché des festivals dans la revente légale et sur les salles de moins de 2500 places, mais on n'arrive absolument pas à accéder et démocratiser notre service dans les salles de 3000 places, dans les stades, les arénas, les zéniths. Et ça, c'est extrêmement dommage parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de solutions sécurisées qui sont proposées aux spectateurs lorsqu'un événement est complet, alors que c'est finalement du bon sens. Donc ça, c'est notre problématique. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant avec nos clients que eux, la problématique était beaucoup plus forte parce qu'au-delà de ne pas choisir leurs acteurs sur le secondaire, ils choisissent absolument pas non plus leurs acteurs sur le primaire. Comme le disait Nordine, ils sont obligés, de par certains contrats, d'utiliser des solutions pour pouvoir potentiellement faire venir ce type d'artiste dans une salle ou une autre, etc. On vient sur le projet, Maxime ? Et on arrive tout de suite sur le projet. Merci de m'aider à faire cette transition. Et donc, nous, on a trouvé ça assez perturbant parce que la solution, elle est chez les producteurs, chez ceux qui produisent les spectacles. C'est eux qui détiennent le contenu, donc c'est eux qui devraient maîtriser la distribution. Et aujourd'hui, cette relation de dépendance, elle est pipée dans la mesure où ces 2 acteurs sont en situation de duopole. Mais on considère quand même aujourd'hui qu'ils ont ce pouvoir de négociation. Et pour qu'ils puissent l'articuler, il est essentiel, selon nous, qu'on puisse les aider à développer leurs propres solutions. Et c'est ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. Donc on s'est lié avec des producteurs de spectacles parmi les plus influents dans le secteur pour construire un logiciel de commercialisation qui va leur permettre de déposer leur contenu sur ce logiciel, créer leur grille tarifaire, leur placement, leur plan de salle, etc. Et ensuite, avec cet outil-là, pouvoir choisir tous leurs tiers de billetterie, donc à savoir des distributeurs, des solutions pour vendre en marque blanche, des acteurs du second marché, évidemment, des CRM, etc. Et de pouvoir avoir ce choix et donc d'ouvrir la concurrence pour le bénéfice à la fois finalement des producteurs, mais aussi des spectateurs et des artistes, etc. Et c'est le projet qu'on mène aujourd'hui avec Antor. Super, merci. Avant-dernier, Robin Chamsex, c'est Billy, qui est non seulement lauréat de France 2030, Merci. mais qui a reçu un prix du Allô. CNM aussi la semaine dernière. Oui, vous êtes bien informés. Bonjour à tous. Alors ouais, moi je suis le cofondateur de Billy. Billy, c'est une jeune start-up qu'on a créée en avril 2022, donc la boîte a tout juste 2 ans. Nous, on développe un outil, on va dire, qui a la croisée d'un outil de e-commerce comme Shopify, d'un outil de billetterie comme, il y a beaucoup de billetterie ici, là je prends l'exemple de Dice, et aussi on essaie de développer un catalogue d'applications pour venir étendre en fait les capacités de l'outil. Le projet qu'on porte, nous, notre mission, on va dire, c'est d'aider les créateurs d'événements, les artistes à mieux développer leur marque et engager leur communauté. Et on essaie d'avoir un impact vraiment dans tout l'écosystème de la filière. Le projet il est né d'un constat, c'est que
Après, nous, on est plutôt fan de musique avec mon associé Étienne. On a pas mal discuté avec des artistes, des labels, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'intermédiaires entre l'artiste et son public. Évidemment, il y a les salles, il y a les prods, il y a les labels, etc. Et donc, tous ces gens-là, en tout cas dans le monde de la musique, ils ont un intérêt sur la chaîne de valeur. Au-delà de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une grosse maturité des outils qui existaient. Et nous, notre ambition, c'est pas de tout réinventer, mais plutôt d'essayer de s'implanter dans les usages. Donc, on développe un outil qui est assez ouvert et qui va permettre, avec le catalogue d'applications dont je parlais avant, de venir connecter notre outil de billetterie à tous les outils un peu matures qui existent. Et quand je vous parlais de l'intérêt pour la filière qu'on essaie de pousser, c'est que l'outil qu'on est en train de créer avec Billy, on pense pour qu'il soit facilement, qu'il y ait un système de gestion de droit pour pouvoir facilement intégrer son label, que l'artiste ait accès aux différentes données. On se connecte à ce qu'on appelle les partenaires D2C, qui sont des boîtes qui gèrent du merch, le phono, etc., quand il y a des tournées d'artistes. Et on a une feature qu'on appelle le bundle. En gros, ça permet aux créateurs d'événements de diversifier leurs sources de revenus, parce que Billy, c'est pas qu'un outil de billetterie. On peut vendre du merch, on peut vendre des expériences sur place, on peut créer des packs d'expériences, etc. Donc c'est un vrai moyen pour d'augmenter en fait les sources de revenus. Donc on bosse avec des boîtes comme SNHGZ, comme Capsule, Big Wax, B.O.B pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est des boîtes en fait qui vont gérer tout le merchandising, donc des hoodies, des t-shirts, des vinyles, qui vont presser ça, etc. et qui vont les expédier pour des festivals ou des tournées d'artistes. Donc nous, on appelle ça les event shops. Donc c'est là où on s'inspire un peu plus d'un outil de e-commerce comme Shopify, mais pour venir étendre vraiment la capacité des créateurs d'événements à diversifier les offres qu'ils peuvent proposer à leur public. À côté de ça, c'est un super moyen en fait d'identifier ce qu'on appelle les super fans. Ça encore, ça vient pas mal du monde de la musique, mais on s'est rendu compte évidemment que aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de festivals qui ont un site de e-commerce, que ce soit Wix, un Shopify, etc., ou d'autres Miracle, d'autres technos. À côté de ça, ils ont leur site de billetterie. Et du coup, ils ont un problème parce que déjà, ils redirigent leur trafic vers 2 sites différents. Ils doivent faire la croisement de données sur les ventes qui sont issues de 2 plateformes. Parfois, ils n'ont pas forcément le droit parce qu'on n'a pas les opt-in. Et en termes de RGPD, c'est difficile d'identifier son public. Et nous, vu que tout se passe dans un seul et même parcours d'achat, on va venir agréger un peu les deux, le meilleur des deux mondes pour que tout se passe dans un seul flux. Et ça permet d'identifier du coup vraiment qui sont ces super fans, qui sont les personnes qui, en plus de venir à l'événement, vont venir acheter mon merch, vont venir supporter l'artiste en achetant sa musique, etc. Donc c'est un super moyen de bien comprendre et de mieux comprendre ces audiences qu'on développe. Et du coup, le dernier point de Billy, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est on se rend compte que l'écosystème est assez mature, hein, donc on va essayer de capitaliser là-dessus. Par exemple, on bosse sur un connecteur sur le Pass Culture pour que le moteur de billetterie soit utilisé à la fois sur le Pass Culture et parfois sur le shop de l'artiste Shopify. On est connecté à un outil de mailing qui s'appelle Sendingblue. On est en train de bosser sur un connecteur Mailchimp. Donc l'idée, c'est vraiment de venir utiliser tous les outils les plus modernes du marché et permettre aux créateurs d'événements de capitaliser sur la maturité des SaaS qui existent pour les aider à gagner en productivité, à automatiquement exporter de la donnée, etc., etc. Voilà pour moi. Eh bien, merci. Last but not least, Franck Loyero pour Supersonics. Et on aura quasiment respecté nos délais si Franck respecte les 6 minutes. Je vais essayer de faire court. C'est pas ça. C'est la grosse, celle du milieu. Alors, bonjour, donc Franck, je suis donc le co-gérant et cofondateur de l'agence Supersonics. Alors nous, je pense qu'on fait baisser un peu la moyenne des acteurs. On est créé depuis juin 2000, on a 24 ans, donc on n'est pas vraiment une start-up. L'expérience ensuite en tant qu'éditeur, donc en tant qu'agence, on existe donc depuis 2000, création de site internet, identité visuelle, agence de communication. Et en fait, ces expériences
déjà, dès l'origine, vraiment porté sur la culture. On a beaucoup travaillé avec des acteurs culturels de tout type. Et en fait, une expérience client nous a amené à travailler auprès d'une salle de spectacle, qui était le Temps Machine à Tours, à côté de chez nous, qui nous a demandé en fait de réaliser un outil de billetterie en 2011, qui était intégré dans le site internet. Et en fait, on s'est lancé dans l'aventure. Et cette aventure nous a conduit, après quelques années de réflexion, on a pris notre temps, et en 2014, on a décidé de lancer un nouveau logiciel de billetterie, ici, qui a été ensuite suivi par d'autres types d'outils. Donc voilà, 2000, création de l'agence, 2014, un nouveau métier pour l'agence. On n'a pas oublié notre métier initial, mais un nouveau métier, éditeur de solutions, commercialisation, communication, marketing et services, vraiment axé sur le secteur culturel, dans sa grande acceptation, mais plutôt sur le secteur culturel en tout cas. On a aujourd'hui un écosystème qui est composé en fait de 3 outils, bientôt 4, puisque c'est justement l'objet aussi du soutien que va nous apporter France 2030 dans l'élaboration du 4e brique. Donc un outil de billetterie qui généralement est la porte d'entrée. Une solution web, donc des sites internet, un site internet complet, avec tout ce qu'on peut espérer, enfin tout ce qu'une salle de spectacle ou un festival peut espérer en termes de fonctionnalités de site web, mais avec une intégration complète de la brique billetterie, ici, notamment pour éviter la duplication de contenu. C'est la billetterie qui va piloter la majeure partie de l'agenda du site web, ici, pour éviter du webmastering et de la duplication de contenu. Et puis complété par un outil de CRM qui va permettre d'exploiter les données qui viennent de la billetterie, et un peu au-delà aussi, qui va répondre à des problématiques de centralisation et de partage de la donnée professionnelle au sein de la structure. Donc là, on dépasse le giron même de services communication et de billetterie pour avoir vraiment un outil centralisé et mutualisé pour l'ensemble de cette structure, de ces structures. Donc ce sont des solutions qui sont en mode SaaS, mais avec une particularité, on est en mode SaaS qu'on appelle sur cloud privé. C'est-à-dire qu'on a des briques indépendantes qui sont installées sur mesure et qui nous permettent d'être extrêmement modulaires. Modulaire jusqu'à faire du sur-mesure. On a pas mal de cas où on fait du sur-mesure, des modules spécifiques qui sont commandés par certains de nos clients. Donc une très grande évolutivité, une très grande simplicité aussi. Notre métier initial, c'est de faire des interfaces web, de travailler sur de l'ergonomie. Et donc la particularité, c'est que nos interfaces vont dans ce sens-là. Donc ce sont des interfaces qui sont pensées pour le public, mais aussi pour les acteurs, et pour les chargés de billetterie notamment, qui utilisent nos outils tous les jours, et ils nous en sont généralement assez reconnaissants. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous, notre solution, elle existe. Notre écosystème, il existe pour une grande partie. On a aujourd'hui plus de 200 structures. Je crois qu'à la rentrée, on va atteindre 220 structures équipées d'au moins une solution qui est la solution de billetterie. Et c'est commercialisé dans plusieurs secteurs. Alors, vous allez trouver en fait notre solution de billetterie soit sous la marque Supersonics. Là, on travaille dans la danse, le théâtre, des saisons culturelles, des festivals de cinéma, mais également sous la marque SoTicket, qui est en fait un réseau spécialisé sur les réseaux de musiques actuelles et qu'on a commercialisé en montant une société coopérative qui s'appelle SOCOP, qui a été montée notamment avec la FEDELIMA, le SMA et les réseaux régionaux musiques actuelles, ici. Voilà. Petit panel pour vous montrer un petit peu la variété de nos clients. Alors nous, notre particularité, c'est qu'on travaille avec des petites structures, avec des plus grosses structures, qui ont tous le même logiciel, mais avec des usages différents et une certaine modularité qui vont faire qu'ils vont activer ou pas certaines options et que ça va mécaniquement moduler, bien évidemment, les coûts d'accès à nos services. Donc ici, on voit plusieurs acteurs. Ici, alors notamment là, notre sujet actuel, c'est le Théâtre National de Strasbourg, puisqu'on sort la nouvelle billetterie la semaine prochaine et le site internet qui va avec. Mais vous voyez ici, c'est assez varié. On a à peu près la moitié de nos clients qui sont dans le giron SoTicket, SOCOP. Donc là, quasiment que des structures de musiques actuelles. Et puis ensuite, voilà, un peu plus de variété sur le reste. Je vais me concentrer là sur les évolutions qui vont être portées et qui vont être soutenues ici dans le cadre des solutions de billetterie innovantes. Ici, en fait, on a 3 axes différents. Le premier axe, c'est que notre solution, elle a 10 ans. Et 10 ans,
dans les technologies, ça commence à dater un petit peu. Donc on a envisagé, enfin on a amorcé un virage technologique assez important il y a quelques années déjà. Le premier axe, c'est ici de finaliser ces évolutions technologiques voilà, les évolutions générales de notre écosystème. On est en train d'apaiser totalement nos outils, de travailler sur des notions de microservices notamment. Voilà, il nous reste encore pas mal de chemin à faire, mais c'est le premier axe assez essentiel pour le développement des autres parties. Deuxième axe, proposer des nouvelles fonctionnalités. Alors, des fonctionnalités assez variées, basées soit sur des évolutions de la partie billetterie, soit sur de la création de nouveaux microservices. Alors, dans les nouvelles fonctionnalités, on peut effectivement parler, plusieurs acteurs travaillent sur ce sujet ici, sur le Pass Culture, hein, sur une intégration complète, par exemple, du Pass Culture, mais on travaille également sur une notion de microservices, de dons, de micro-dons et de crowdfunding qui seraient intégrés, en fait, et proposés comme extension à la fois de nos outils web et de nos outils de billetterie. Le troisième axe, c'est de proposer de nouveaux services. Donc, notamment l'application, hein, la quatrième brique de notre écosystème, mais également ce qu'on souhaiterait faire, c'est en fait pouvoir commercialiser également tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on produit justement notamment pour la liaison entre la billetterie et le site web, pour pouvoir les proposer comme des nouveaux services pour permettre à n'importe quel web agency par exemple de faire une intégration comme celle que nous proposons aujourd'hui de manière un peu exclusive pour nos clients, de la même manière pour n'importe quel acteur. C'est-à-dire livrer des API, des composants déjà pré-utilisables qui puissent vraiment améliorer cette expérience utilisateur ici. Voilà, j'ai essayé de faire très court. Merci Franck. Merci beaucoup. Merci à vous tous, à ces 9 projets. C'est formidable de voir toutes ces promesses, toute cette diversité. Ça me fait un peu penser à Darwin parfois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui sont pas équivalents mais proches, en fait, qui ont chacun des philosophies différentes. Et on se demande comment tout ça va évoluer. La première question que j'adresse à l'Assemblée, mais peut-être ça sera Charlotte la première à répondre, c'est... Finalement, il y a plein de projets innovants, mais beaucoup qui ont des briques en commun, mais qui sont redéveloppés plusieurs fois. Est-ce bien nécessaire d'investir autant dans le code, de faire autant de lignes de code? Est-ce que vous ne pourriez pas vous entendre un peu plus pour développer à vous tous le produit génial? Parce que chacun a un produit génial. Est-ce qu'il faut développer autant de fois la même chose, en fait, des outils de billetterie comme ça? Est-ce qu'on en a besoin d'un différent pour le cinéma, le théâtre, les grandes salles, les petites salles? Mais merci de poser la question. Moi, c'est vrai que c'est un peu mon propos, c'est de dire, parce que je suis partie de mon expérience personnelle, au début, je ne pensais pas développer quelque chose. Et on s'est retrouvé à développer quelque chose parce que ça n'existait pas sur le marché. Et j'entends beaucoup, on développe un logiciel de billetterie. D'ailleurs, Antor, Relax Ticket, on s'est parlé de temps en temps en phase 1. La vraie question, c'est est-ce que c'est l'outil, le problème? C'est souvent une valeur refuge, enfin ça c'est mon opinion, mais c'est parfois une valeur refuge de développer un outil, alors qu'en fait notre défi il est sur l'extérieur, il est soit sur la conquête de nouveaux publics, et moi je préférais à titre de BAM qu'on n'ait pas du tout de développement à faire, d'utiliser vos outils, mais qu'on puisse utiliser tout le cerveau, tout le temps de travail qu'on a disponible pour aller chercher du nouveau spectateur. Et quand on parle des réseaux et des marchés verrouillés, c'est très vrai. C'est même tellement vrai qu'on en est même dans le théâtre victime, c'est-à-dire que clairement Eventim France Billet nous dit non, on vous ouvrira pas l'API d'aparté parce que voilà, en fait non, voilà. Et c'est pareil pour Ticketmaster, j'ai rencontré, voilà. Donc le vrai souci c'est pas tant l'outil. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent de BAM, c'est pas tant le code. D'ailleurs, on serait ravis d'avoir l'intelligence de vos développeurs pour commercialiser mieux des places de spectacle. Mais c'est, en tout cas, nous, quand j'entends tous ces projets, je me dis, mais parlons-nous, parce que je pense qu'on est tous aidés, on est tous à un endroit. On pourrait, je sais que c'est tout le propos de Festic, d'ailleurs, quand on avait échangé au moment du BIS de Nantes, c'est de dire, en fait, essayons de faire un effort pour dialoguer déjà entre nous. Moi, je regarde WizEvent, je vois votre belle progression, j'entends parler d'Antor parce que maintenant on est rassemblés au sein d'un même syndicat qui s'appelle Ecocène. Donc, et je dis, mais en fait, entendons-nous, ne faisons pas 2 fois les mêmes devs. Parce que l'ambition est ailleurs, et l'ambition est enfin, en tout cas, c'est mon propos, d'aller chercher du nouveau public.
de mettre en commun nos compétences, parce que clairement, la filière du spectacle vivant souffre d'un problème de fréquentation, et puis de faire sauter les digues des API qui aujourd'hui nous sont fermées. Et en fait, pourquoi on veut les faire sauter? Parce que quelque part, ça fait 20 ans qu'ils sont là et qu'ils ont des vitrines, et les producteurs, en tout cas avec qui on travaille, ne peuvent pas s'empêcher d'être sur ces vitrines. Ils veulent être interfacés avec ces vitrines, et tant que nous, on ne communique pas avec les logiciels qu'ils utilisent et qui sont interfacés avec ces vitrines, en fait, on est toujours bloqué. Donc en fait, il y a une solution déjà entre nous, enfin en tout cas moi c'est mon propos, et puis aussi de se regrouper, parce que la dernière fois je parlais encore avec plusieurs personnes et notamment une sénatrice, et je disais mais en fait sur quelle base légale on peut se fonder pour faire exploser les API et forcer l'ouverture et la publication des API pour qu'on puisse travailler correctement en toute visibilité. Voilà, comme l'a fait le système bancaire qui a permis l'émergence de Lydia et de plein d'acteurs hyper pertinents qui ont changé notre façon de gérer nos comptes. Voilà. Gauthier ? Oui, donc j'aimerais bien rebondir. Il y a deux choses pour moi. Le premier, c'est que le marché de la billetterie, c'est un marché. Donc un marché, c'est forcément de la concurrence. Et il y a du code, effectivement, plusieurs personnes produisent du code et que le meilleur gagne. Et c'est le principe. Donc effectivement, il y a peut-être, ça peut paraître complètement absurde que tout le monde développe sa billetterie, et pour autant, on n'a pas encore trouvé Liu Kun Kun, on n'a pas trouvé la solution idéale, et vraisemblablement, elle est devant nous et est en train d'être produite. Et le deuxième point, c'est que en fait, le marché de la billetterie, c'est quand même un marché qui est relativement historique et qui a du mal à se renouveler. Et aujourd'hui, les projets que vous avez sur cette estrade, c'est des projets qui sont en train de changer vraiment, d'entériner un changement de paradigme dans le monde de la billetterie. Donc en fait, il faut comprendre que la billetterie est très en retard et le monde de la culture est très en retard sur ce qui est possible de faire aujourd'hui en matière de technologie. Il y a effectivement des points bloquants et je pense à des connecteurs, on parlait d'ITR tout à l'heure et mes amis de WizEvent sont peut-être confrontés à effectivement des difficultés vis-à-vis des distributeurs qui ne jouent pas forcément le jeu pour le coup d'une concurrence loyale. Mais ici, je pense qu'on joue le jeu d'une concurrence loyale et qu'en fait, la billetterie, on a parlé d'architecture microservice. Nous, chez RNDV, c'est un parti pris de base. Ça veut dire de construire sur une architecture microservice, mais il y a 10-15 ans, on ne pouvait pas le faire. Donc en fait, c'est nouveau et il faut entériner ce changement. Par ailleurs, il y a aussi la question du niveau d'accompagnement des institutions culturelles dans la mise en place d'un logiciel. Beaucoup d'éditeurs de logiciels qui ont 15 ou 20 ans intégrer des solutions de billetterie à la v'là que je te pousse, parce que c'est des éditeurs de billetterie et pas des intégrateurs. Et donc en fait, j'entendais qu'il y avait des agences ici, et voilà, des gens qui ont une culture du client, qui sont capables d'aller dans des grandes organisations et de les accompagner dans la mise en place. Donc je pense qu'il n'y a pas simplement la production de code, il y a aussi une compréhension fonctionnelle et une capacité à accompagner ses clients dans le temps. Et c'est là aussi que réside la valeur dans ce qu'on est capable d'apporter. Et il y a une obsolescence programmée de beaucoup de concurrents qui ont thésaurisé pendant des années en verrouillant à tous les niveaux, et qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que le ministère de la Culture porte une nouvelle voie avec ses lauréats, qui est de dire on ouvre la boîte de Pandore et effectivement, il y a une concurrence saine qui émerge en France. Vous ouvrez, vos logiciels sont tous ouverts, vous savez tous ce que c'est qu'une API, mais les gros prestataires de services, manifestement, distributeurs n'ouvrent pas. Alors, juste pour donner une brique de réponse, je pense que le marché de la billetterie souffre actuellement de son mode de commercialisation basé sur la commission. Donc actuellement, quelqu'un qui vous apporte une nouvelle technologie va vous dire, elle va vous séduire parce qu'elle correspond à votre public, parce qu'elle correspond à votre manière de communiquer. Et il va vous dire, mais oui, mais ça me coûte cher. Du coup, je veux récupérer le monopole de ta billetterie ou le quasi-monopole de ta billetterie. C'est-à-dire, je veux être ta billetterie principale, unique, etc. Et on a envie de réfléchir autrement. Pour réfléchir autrement, on est plutôt parti, nous, du principe que c'était plutôt à nous de changer, que le monde ne changerait pas. Et notre rêve à nous, c'est de devenir transparent.
C'est-à-dire on n'existe plus vis-à-vis du spectateur, on n'existe peut-être éventuellement plus au niveau de l'organisateur. Par contre, on existe au niveau des intermédiaires, qui sont des agences web, qui sont des solutions d'agenda, qui sont des solutions qui, d'une manière qui se trouvent dans des hôtels, qui sont des solutions qui se trouvent sur les bornes de la RATP, qui vont vraiment permettre d'apporter des canaux de vente différents, on va être en fait les interlocuteurs des organisateurs. Après, on ne va pas s'imposer comme solution en disant il faut absolument que toutes les billetteries passent par chez nous. Par contre, ce qu'on va proposer, c'est dire vous avez une autre billetterie, vous souhaitez utiliser un module qui est présent chez nous, il n'y a pas de problème. Interfaçons nos deux billetteries. Et là, on va s'attendre de la part des billetteries tierces à ce qu'elles s'adaptent. Au début, ça ne va pas être facile, même avec les gens qui sont présents sur cette salle. Mais petit à petit, on mise sur une espèce d'intelligence collective. Alors vous parlez tous du pass culture, on y est passé, on a été les premiers à le mettre en place, on sait que c'est compliqué, c'était dans la douleur, et c'est vrai que pourquoi pas plutôt que développer un module pass culture, vous dire tiens, on va s'interfacer avec la solution Stock Ticket, Data Ticket, juste pour utiliser ce module pass culture. C'est fait en 3 clics, si vous avez fait le préalable, et tout le monde y trouve son compte. Et on pense aussi aux gens qui vont avoir une idée originale sur la billetterie, qui vont avoir une idée originale de commercialisation. Tiens, moi je suis bien implanté dans les Crous, je fais les machines qui vendent le café dans les Crous, je vais vendre des billets. Pourquoi pas? Mais vous n'allez pas, en tant qu'organisateur, confier votre billetterie à une machine qui vend du café dans les Crous. Par contre, si ça vous permet d'atteindre du public, pourquoi pas? Donc on mise plutôt sur cette démarche de dire on va s'effacer, parce que d'un autre côté, effectivement, on est sur un marché concurrentiel, donc demander à une billetterie tierce de se coiffer, de se marier avec nous ou de s'adapter à notre système alors qu'on est concurrent de cette billetterie, on comprendrait qu'elle ait des réticences. Alors que si jamais on lui dit non, nous on vous fournit juste une brique technologique. Et ça tombe bien parce qu'on a choisi de faire cette brique, parce qu'on est vraiment compétent dans le système. Les développeurs avec lesquels je travaille, ils ont fait 15 ans de billetterie aérienne. Je veux dire, le problème du placement numéroté, ils connaissent. Vous n'avez jamais vu 2 personnes assises sur la même place. L'interconnexion, ils connaissent, parce que vous savez très bien, quand vous utilisez la billetterie aérienne, vous pouvez acheter vos billets par plein de canaux différents. Donc voilà, on va se concentrer sur notre métier, on va proposer quelque chose, ça passera ou ça passera pas, mais en tout cas, c'est nous qui essaierons de proposer un nouveau modèle. Ok, alors je pense que beaucoup ne seront pas d'accord avec la question que je vais poser à Jonas, mais est-ce que la solution ultime, c'est pas l'open source? C'est ça, c'est que la réponse, c'est ce que la réponse ultime un peu à ça, c'est l'open source, hein, d'accord. Enfin, on accepte que le web il soit construit sur des bases open source, les serveurs, sous Linux, WordPress aujourd'hui qui est quasiment la moitié de Internet, c'est des sites WordPress. Enfin, on est sur des modèles open source développés par une communauté énorme de gens. On parle beaucoup ici de sites web d'artistes, de landing page, tout, etc. Mais tout ça, c'est des choses qu'on voit partout dans le monde de l'open source, dans le monde du web. Enfin, moi, en tant que développeur, en tout cas, on ne peut pas faire sans le web, sans l'open source. Je veux dire, c'est une base de briques sur laquelle on développe et on construit. Je ne fais pas de jugement de valeur sur open source ou pas open source, mais la question, par contre, si on veut vraiment s'interopérer, on veut vraiment créer des API ouvertes, comme je disais, les applications sont ouvertes, mais ça veut dire quoi ouvertes? C'est vraiment à définir ça. Et créer des API ouvertes, ça implique aussi peut-être se mettre d'accord sur des protocoles, se mettre d'accord sur peut-être pas forcément un langage, mais au moins sur une façon de communiquer aux briques. Et le meilleur moyen d'arriver, moi j'ai une réponse un peu simple, peut-être, mais elle est très efficace, c'est l'open source, qui aujourd'hui vraiment porte même, des modèles d'IA, aujourd'hui on en parle tous les jours. Donc voilà, nous c'est le chemin qu'on a essayé de choisir, se dire que voilà, on a développé cette brique-là, on l'a fait en microservice, si vous voulez l'utiliser, vous faites vous le montez sur votre serveur, si vous avez les compétences, on peut vous aider si vous le souhaitez, et si vous avez envie de l'améliorer, vous nous dites, on vous débloque soit du temps, soit du budget, on se débrouille. Mais l'idée c'est que chaque développement retombe après dans le pot commun pour que tout le monde puisse l'utiliser. Alors c'est un pari qu'on fait. Je sais que je ne juge pas ceux qui ne le font pas, il n'y a pas de souci. Mais je pense que la réponse ultime, elle est un peu là, quoi. Nordine, Wizevent, vous avez construit une machine de guerre formidable, belle entreprise qui fait partie des 40 premières, je crois, numériques françaises ou un truc comme ça. Et vous continuez à ne pas avoir accès en fait, à un tas de marchés à cause de ces problématiques. Maxime, c'est pareil avec Relax Ticket. Comment est-ce que vous pensez aujourd'hui arriver à vous développer malgré ça? C'est quoi la stratégie?
Alors oui, effectivement, on vient d'être nommé, on est lauréat du Next 40. C'est un prix qui a été remis par le ministère et puis French Web qui accompagne ce prix-là. Et en fait, on a été nommé parmi les 40 sociétés les plus influentes françaises dans la tech. Donc c'était très récent, effectivement. Ouais, on a été lauréat de ça et on en est très fiers et ça nous donne encore plus de motivation pour continuer à développer des solutions. Puis la seconde question, c'était comment on peut introduire des marchés qui sont aujourd'hui fermés. C'est un peu mon propos de tout à l'heure et je vais le compléter. C'est-à-dire que nous, on est persuadés que par contre, ça viendra forcément des producteurs. C'est-à-dire que c'est aux producteurs à un moment donné de renverser la table. C'est à lui d'aller voir les acteurs historiques, de leur dire bon ben vous répondez pas à l'intégralité de mes besoins, j'ai besoin de travailler avec une solution qui soit plus marque blanche, qui soit intégrée sur mes supports, sur lequel je vais pouvoir récupérer 100% de la donnée pour pouvoir l'analyser, gérer ma relation client. Et à un moment donné, il faut que ces producteurs-là aient le courage en fait d'y aller et de dire bah voilà, je veux travailler avec ma propre solution. Et globalement, le marché va s'ouvrir ensuite. Il suffit d'un gros producteur qui impose cette brique-là. Demain, ils seront obligés, en fait, les acteurs historiques, pour pouvoir continuer à survivre, de s'ouvrir à tout l'écosystème. On commence à le faire. On a fait, il y a quelques mois, la mise en vente du seul concert d'ACDC à Paris au mois d'août. C'est une très grosse mise en vente avec énormément de connexions simultanées à l'approche. C'est issu de, je pense, nos expériences à travers les mises en vente qu'on a pu faire pour le Hellfest ces dernières années. C'est des problématiques très particulières. On n'est pas sur du placé, mais on est quand même sur des mises en vente où il y a énormément de connexions. Il y a toute une partie il faut sécuriser le titre d'accès pour éviter tout ce qui est lié au marché noir, aux plus-values de billets. Et donc voilà, Gérard Drault Productions a fait le pari de choisir WizEvent et on en est très fiers. Eh ben, ça peut-être que ça va ouvrir la porte et des idées à d'autres grandes productions pour pouvoir y aller. Et sur la partie placée, notre ambition, c'est d'ouvrir un outil qui soit accessible à tous. Donc, que vous soyez un tout petit producteur, une petite salle de théâtre, un opéra, ben, l'idée, c'est de permettre, grâce à ce projet France 2030, de fournir un outil qui va répondre à toutes les attentes sur la partie placement numéroté de toutes ces salles, production, etc. D'accord, parce qu'il y a 3 ans et demi, quand il y avait le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt, on avait eu à peu près, au cours de la table ronde, il y avait d'ailleurs, Drault était là, on avait la même question de comment ouvrir. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans et demi, Maxime? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut bouger? Alors, aujourd'hui, le constat, c'est que ça n'a pas changé. En tout cas, si on parle de Relax Tickets, nous, ça fait 5 ans qu'on essaye d'avoir ces API et qu'on a essayé diverses façons de les avoir. Et a priori, ça a toujours échoué avec le groupe CTS Event Team et également celui de Ticketmaster. Et aujourd'hui, notre stratégie, c'est de pivoter, en créant une nouvelle société, en prenant le taureau par les cornes et en faisant finalement un peu le même constat que Nordine et tout le monde ici, je pense. C'est de se dire que les seuls qui peuvent changer les choses sont les producteurs. Nous, là où on va avoir une vision peut-être un peu différente de celle de WizEvent, même si on se rejoint tous, c'est qu'on pense qu'ils ont besoin d'avoir un véhicule technique qui va permettre finalement d'aligner leurs besoins et leur volonté face à ces distributeurs pour pouvoir vraiment négocier. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un acteur, prenons l'exemple de Fimalac, typiquement, qui est le plus gros conglomérat français, bah même eux, finalement, lorsqu'ils vont négocier avec ce duopole, ils n'ont pas la possibilité de se dire, sauf peut-être pour un événement qui est complet et qui ne nécessite pas de distributeur, de se dire, bah voilà, si demain vous ne travaillez pas avec Relax Tickets, ou vous n'avez pas cette interconnexion, on arrête de travailler avec vous. Bah non, c'est pas possible, on ne peut pas dire ça, parce que effectivement, pour vendre les concerts parisiens, c'est peut-être possible, on va pouvoir se passer avec des belles marques blanches comme celle de Wiz, Supersonics, etc. Mais par contre, pour vendre dans toutes les salles de spectacle, partout en province, etc., on est obligé d'avoir ces distributeurs parce qu'ils ont une force de frappe qui est incommensurable et sans passer aujourd'hui, bah, c'est tout simplement pas possible. Donc je pense que c'est en créant ce véhicule qu'on va les aider à négocier, à créer des alternatives potentielles qui
qui vont pouvoir se créer avec des acteurs comme Bamticket, comme Billy, et des acteurs qui facilitent les ventes en autodistribution. Donc nous, notre idée, c'est de désagréger et de créer finalement la solution rêvée qu'on aurait voulu avoir il y a 5 ans avec Relax Tickets. Gauthier ? Oui, je voudrais juste rebondir là-dessus parce que pour moi, la solution, elle vient pas des producteurs en fait, elle vient du droit. On l'a vu récemment aux États-Unis, il y a des lois antitrust et en fait, il y a un moment où l'État il doit prendre ses responsabilités sur un marché. Comme je le disais, on est sur un marché et on est sur un marché concurrentiel, loyal. Et en fait, aujourd'hui, il y a une forme de déloyauté sur ce marché qui fait qu'on ne peut pas s'interconnecter à certains distributeurs et ça doit cesser en fait. Donc moi, à mon avis, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Il faut faire des actions en justice et que c'est pas normal. Donc c'est pas une question de jouer, de faire les joueurs d'échecs, de se dire on va se servir du producteur pour qu'il fasse levier et machin. Non, c'est en fait il y a un moment la concurrence doit être loyale. Charlotte ? Oui, justement, moi, je suis exactement alignée avec Gauthier. Tout à l'heure, je ne reprochais pas qu'il y ait différentes solutions de billetterie. C'était de dire, en fait, c'est pas les solutions de billetterie, j'entends très bien. Et en plus, c'est pas ma compétence qu'il faut renouveler l'outil, le véhicule, pour reprendre la formule de Maxime, pour être plus compétent quand on vend un billet. Ça, c'est un fait. Après, je suis d'accord. Je suis persuadée que le producteur est à la fois très rationnel et irrationnel. Je le vis depuis 3 ans. J'ai été créée avec 80% des sièges de théâtre privés parisiens, soutenus par tous ces producteurs. Et en fait, même Fimalac, Thomas Held, dans son bureau, a appelé devant moi Aparté pour qu'il ouvre son API, alors qu'il détient 49% d'Aparté, et ça n'a pas eu lieu. Donc l'intérêt, c'est de se dire, et je pense que c'est là où on a creusé les contestations auprès de l'organisation de la concurrence. Voilà, ça va être long, ça va prendre 10 ans, et je pense qu'il faut essayer de trouver, et j'en parlais avec une sénatrice, le levier juridique sur lequel on peut s'appuyer, parce qu'il s'agit quand même d'une technologie privée dans des sociétés privées qui ont investi, mais quel est le levier juridique, quel est le fondement juridique qui peut obliger des acteurs qui ne sont pas des trusts, puisqu'ils sont 3, en fait. Donc, pas de problème, ils communiquent entre 3. Et en effet, moi, je suis pour la libre concurrence, que le plus pertinent sur le marché gagne. Et c'est ce que je dis à la FNAC, c'est ce que j'ai dit au DG de France Billets, en disant, mais laissez-nous rentrer. Si on fait mieux que vous, vous n'aurez qu'à vous améliorer, en fait. Il n'y a pas de problème. Il y a des règles de droit, hein. À 3, ça s'appelle une entente. Oui, mais encore faut-il l'approuver, en fait. Enfin, oui, ça peut prendre très longtemps. En fait, mais je pense qu'il peut juste y avoir... Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà. Il y a peut-être un fondement juridique, et en effet, c'est du ressort du ministère de la Culture et aussi de nous. Et je pense qu'il y a aussi des éditeurs de billetterie, y compris historiques, qui ont envie de contester ça. Et je suis ravie de cette table ronde parce que je pense que c'est l'occasion de prendre nos contacts et de se dire allons-y parce que on a des temps de cerveau chacun disponible un peu pour ce sujet et qui est majeur pour Antor, qui est majeur voilà pour WizEvent, même si votre réussite le masque un peu plus, j'aurais tendance à dire. Voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec vous deux sur ce propos-là. Évidemment que ça doit venir d'un texte de loi, du ministère de la Culture ou autre. Aujourd'hui, ça fait quand même 15 ans qu'on attend que ça bouge. Donc, c'est pour ça que mon propos, c'était de dire qu'il faut aussi mettre dans la tête des producteurs, dans la tête des salles, qui ne sont pas dépendants en fait, d'un logiciel, qu'ils ont le choix. Il y a plusieurs acteurs ici. Ils doivent avoir le choix de choisir avec qui ils veulent bosser. Ça ne doit pas être imposé. Et je vais juste prendre un exemple que moi je trouve assez intéressant. C'est on a accompagné un célèbre YouTuber sur son événement qui s'appelle Squeezie, donc le GP Explorer. La première année, on lui a imposé de travailler avec le logiciel de l'ACO. C'est un événement qui a lieu aux 24 heures du Mans. Ça s'est assez mal passé. La deuxième année, elle a dit, si vous voulez que je revienne, je choisis le logiciel avec lequel j'ai envie de travailler. Alors, je peux m'appuyer sur vos équipes pour la partie accueil public, mais c'est moi qui choisis. Et cette force-là, je pense que aujourd'hui, les producteurs l'ont aussi et il faut qu'ils en aient conscience. C'est eux qui viennent produire un concert, un spectacle, c'est eux qui amènent toute la partie artistique. Finalement, le public vient pour voir ça. C'est à eux aussi de demain imposer cet aspect. C'est formidable parce qu'on parle de souveraineté de billetterie. Là, on a des acteurs qui développent des choses et en fait, vous êtes empêchés par des acteurs qui sont pas français en plus. Je voudrais qu'on passe à un deuxième point qui est l'Europe, l'international. Ce fonds France 2030, il est financé en partie par l'Europe.
développer la diversité en France d'acteurs, c'est formidable, c'est nécessaire dans le domaine culturel notamment. Par contre, quand il s'agit d'aller à l'international, d'aller en Europe, d'aller à l'export, parfois c'est bien d'être un peu plus costaud, peut-être de bosser ensemble. Pour ceux qui ont des visions à l'international, comment est-ce que vous voyez votre développement éventuellement à plusieurs, et quelles aides, de quelles choses vous avez besoin en fait pour pouvoir attaquer d'autres marchés en Europe, mais aussi à l'international? Peut-être celui qui exporte le plus. Alors, quand tu disais 50%, Nordine, alors juste avant Gauthier, je finis juste ma phrase. WizEvent, c'est 50%, mais sur la billetterie, c'est 20% seulement. Hein, c'est plus le cashless, je crois, qui vous permet de faire ça, mais c'est seulement 20% à l'export pour la billetterie. Gauthier, puis peut-être après toi. Oui, je voulais juste dire un mot là-dessus. En fait, l'Europe, c'est beaucoup de pays et qui n'ont pas tous les mêmes réglementations. On parlait tout à l'heure de la difficulté de s'interfacer ici. Il y a des pays dans lesquels c'est très compliqué de pouvoir s'implanter. Et il n'y a pas forcément de réciprocité dans les usages. Nous, on travaille par exemple avec la Villa Médicis à Rome. On voulait faire de la billetterie avec eux et en fait, ce n'est pas possible. Il faut une licence pour pouvoir faire de la billetterie en Italie, et je connais des personnes dans cette salle qui connaissent la difficulté d'en obtenir une. Et donc voilà, donc en fait, en Europe, je pense qu'il y a un peu les mêmes niveaux, les mêmes niveaux de difficulté qu'on peut rencontrer sur certains marchés un peu captifs qui veulent rester souverains, et là aussi, il va falloir user de patience, ou en tout cas de moyens de coercition pour être capable de pouvoir rentrer sur ces marchés. Par ailleurs, comme vous le dites très justement, je pense que WizEvent va en parler après, pour pouvoir s'implanter sur d'autres marchés, il faut vraiment constituer des équipes ex nihilo sur place, donc il faut avoir une certaine solidité financière, et que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais effectivement, c'est le chemin, et on a beau être dans le monde digital, puisqu'en fait on fait de la billetterie, et ce qu'on n'a pas dit, mais qui est implicite, c'est qu'aujourd'hui la billetterie c'est d'abord un outil digital, là où avant c'était d'abord un outil physique, et on pourrait se dire, comme c'est digital, c'est très facile d'exportation. Sauf qu'en réalité, à chaque fois, il y a des marchés, il y a des gens, surtout dans le monde culturel, où il y a une relation intuitive personnelle avec les acteurs, avec les producteurs. C'est compliqué de s'implanter dans un pays sans nourrir ça, et donc sans avoir d'équipe locale. Et à l'inverse, j'imagine que c'est compliqué pour un étranger de s'implanter en France, s'il faut s'interfacer avec le pass culture, avec Sibyl, etc. Alors oui et non, parce que je pense que la France, justement, on est assez ouvert en fait. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, vous parliez des distributeurs qui ne sont pas forcément français, mais dans les billetteries qui sont principalement présentes en France, on a beaucoup de billetteries. À mon avis, les principaux acteurs de ce marché, en tout cas sur le placé en marque blanche, sont des acteurs étrangers en fait. Et vous parliez de souveraineté. Je pense que la France est assez ouverte à l'extérieur, mais finalement, elle a beaucoup de mal à s'exporter. Donc en fait, on n'a pas forcément une réciprocité dans ce rapport à la souveraineté technologique. Ok, Nordine, merci. Alors effectivement, nous, notre développement européen, alors, finalement, il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6-7 ans aujourd'hui. On avait au démarrage essayé d'adresser en fait tous ces pays, tous ces acteurs européens depuis la France. Alors ça a été très très compliqué pour nous. Donc oui, effectivement, il va falloir avoir un ancrage local. Donc on a ouvert 6 bureaux, 6 sociétés sur place. On a du coup sélectionné les pays sur lesquels on veut aller. Donc on a l'Espagne, la Suisse, la Belgique, donc finalement que des pays limitrophes avec la France. Aujourd'hui, oui, effectivement, la répartition du chiffre d'affaires chez WizEvent, c'est du 50-50, mais à l'étranger, c'est très axé autour du cashless et autour de nos solutions de contrôle d'accès, où là, on va simplement vendre de la prestation, alors que sur la billetterie, oui, il y a des blocages, notamment en Italie, il y a des blocages qui permettent de ne pas pouvoir mettre à disposition son logiciel. Et sur d'autres marchés, il y a des spécificités à chaque fois. Il y a des moyens de paiement, par exemple, la devise est hyper importante à prendre en compte. Les moyens de paiement peuvent être différents. Il y a des moyens de paiement qui sont très répandus selon les territoires. Et donc tout ça, on va y aller petit à petit. On a des équipes en local, et on va continuer à développer tout doucement la partie billetterie à l'étranger, en essayant d'arriver avec la même philosophie de WizEvent, c'est-à-dire casser les codes, et arriver avec une solution qui soit marque blanche, e-commerce,
et axé sur une richesse fonctionnelle. Ouais. Nous, en fournissant principalement la brique technologique et en s'appuyant sur des interfaces qui s'occupent de la commercialisation et de la partie juridique, je pense que le transfert vers l'étranger devrait être simplifié. Mais effectivement, à condition de trouver des intermédiaires étrangers qui s'appuient sur notre brique. Jonas, quand on est à la réunion associative, est-ce qu'on arrive à s'exporter grâce au fait qu'on est open source ? Oui, on en a la preuve un petit peu, non, mais je vais encore donner la même réponse, pardon, ça va faire rigoler, mais l'open source permet ça aussi, c'est chouette, parce qu'en fait, finalement, en se mettant d'accord sur plus des fonctionnalités dont les besoins remontent régulièrement, on développe juste la brique, on dit tenez, prenez-la, finalement les gens le prennent et la portent partout. Et c'est fabuleux parce que là, on reçoit des mails du Mozambique, on reçoit des mails de l'Albanie, on reçoit des mails partout, des gens qui ont pris notre système, qui l'ont fait fonctionner dans leur festival. Et puis, finalement, c'est eux qui sont responsables, c'est eux qui sont éditeurs à ce niveau-là. Nous, on n'est plus responsables. Donc, la législation, nous, on fait, oups, on s'en occupe pas, quoi. Nous, on s'occupe du code. Et après, c'est vous, structure coopérative ou pas, enfin, je veux dire, on n'est pas discriminant du tout, qui vous emparez du code. Et puis, très souvent, ils nous refont un retour. Des fois, ils ne nous contactent même pas. Ils nous font un retour en nous disant c'est chouette, il nous faudrait ça. Et des fois, ça arrive, il nous faudrait ça. Et puis, on a des sous, on vous donne des sous pour le développer. Et du coup, ça marche. Finalement, c'est un peu une réponse ultime encore, pardon, mais l'open source, ça marche, quoi. C'est pour la coopération au sein de plusieurs pays, faire du réseau, faire une communauté, ce qu'on appelle, nous, dans le libre, le logiciel libre. Et c'est une bonne réponse pour ça, mais ouais, ça marche. Ouais, c'est un peu pour ça qu'on est rentré à Lyon avec Axel, d'ailleurs. On a quitté un peu notre île pour venir animer des réseaux ici et montrer que l'open source, c'est une bonne solution pour ça. Ouais, c'est une bonne réponse. Maxime, Relax, vous avez eu un succès assez rapide en fait, sur 5 ans. Est-ce que vous avez envisagé d'aller à l'international et qu'est-ce qui vous a freiné ? On est allé en Suisse et en Belgique principalement, mais plutôt sur de l'expérimentation. On a été freiné par une problématique un peu subsidiaire de type prestataire de paiement en Suisse, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. Ce qui nous a freiné, nous, de notre côté, c'était de ne pas rentrer assez en profondeur dans le marché français et avoir un socle sur lequel on va pouvoir vraiment se baser pour faire des gros investissements pour aller à l'étranger. Parce que comme on l'a dit, je pense que il y a 2 stratégies pour aller à l'étranger. Soit on a la stratégie plutôt de WizEvent, qui pour moi est la bonne, parce qu'effectivement il y a une relation qui doit être très forte avec les organisateurs. Soit on a une stratégie plutôt à la Eventbrite. À ce moment-là, on a une plateforme vraiment méta et self-service qui est disponible partout dans le monde. Et pour nous, ce n'était pas vraiment possible et inimaginable par rapport à notre stratégie d'apporter des solutions très sécurisées sur le marché secondaire. Donc on s'est plutôt dit qu'il fallait qu'on rentre beaucoup plus en profondeur sur le marché et créer un socle sur lequel on va se baser pour ensuite, à terme, aller plus loin avec des vrais investissements qui vont nous permettre de comprendre les problématiques du marché secondaire à l'étranger et de les traiter. Thierry, sur le cinéma, vos solutions peuvent s'exporter en Europe ? Oui, alors c'est vrai que j'ai l'impression d'être un marché quand même qui est assez différent de tout ce que vous décrivez, même si on a aussi nos problématiques de monopole, de blocage, d'API fermés, mais ça c'est un autre sujet. Mais en effet, on a l'avantage de se lancer sur le marché français, qui est le marché le plus important d'Europe, que ça soit en termes de volume d'entrée et ainsi de suite, mais aussi en termes de nombre de cinémas et donc de richesse en termes de nombre de salles et donc de mutualisation, d'intérêt de la mutualisation. Bien évidemment qu'on réfléchit effectivement après comment on pourrait utiliser ce qu'on développe sur la partie mutualisation des données et campagne de promotion ciblée auprès des distributeurs. Mais voilà, pour le coup, là, j'ai un peu les mêmes réponses que mes camarades. Une question de choix des marchés, puisque soit on va s'adresser à des marchés en Europe qui sont trop petits en volume, soit qui sont, pour le coup, complètement dépendants d'un ou deux circuits internationaux de salles et sur lequel l'exploitation indépendante est inexistante et sur lequel, du coup, notre rapport de mutualisation entre indépendants n'a pas d'intérêt. Et pour les marchés qui seraient intéressants, là aussi la même réponse, c'est qu'il y a besoin d'installer une équipe sur place, de connaître les acteurs de manière très proche, ce qui demande des investissements qui ne sont pas négligeables. Il faut choisir ses territoires, y aller territoire par territoire sans se tromper parce que ça peut être des investissements lourds.
Donc il faut, et là je te rejoins aussi Maxime, il faut déjà que le marché français soit installé, stable sur ce type de solution pour pouvoir envisager d'aller sur d'autres territoires. Est-ce que certains d'entre vous envisagent des joint ventures, des fusions avec des entreprises étrangères pour accélérer le développement en fait en Europe? C'est vrai que si je complète là-dessus, nous on s'appuie sur les solutions de billetterie existantes pour récupérer la donnée et qui, eux, peuvent faire le travail côté exploitant de salles de cinéma d'adhésion à la plateforme. Donc ça, là-dessus, effectivement, ça peut faciliter la pénétration dans les territoires. En revanche, côté distributeur, on peut s'appuyer sur des agences digitales, mais on a l'impression qu'il y a quand même besoin de connaître chaque marché de manière assez précise pour faire ce lien entre les salles et les distributeurs. Nous, c'est notre métier dans Ciné Society, au-delà du projet Ciné Data qu'on a lancé, c'est vraiment d'être à l'interface entre les salles et les distributeurs, de connaître extrêmement bien les deux volets du marché. Et ça, on a la sensation qu'il faudra amener cette expertise sur chaque territoire où on veut aller. Et là, en tout cas, de première vue, ça paraît compliqué de trouver des personnes qui le feraient pour nous dans chaque territoire. Ok, donc j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça, l'international. Hein. Ça a l'air. D'autres ont envie de parler là-dessus. On arrive à la fin. Là, il affiche 0-0, mais je pense qu'on a encore quelques minutes. Allô. Oui. Nous, on est assez jeunes, Billy. Je pense qu'on est des plus jeunes boîtes, donc on découvre encore tout l'écosystème. Mais je pense qu'on a une stratégie qui est un peu différente de ce que j'ai tout entendu jusque-là. Nous, en fait, vu qu'on essaie de bosser pas mal pour des artistes, on est allé voir beaucoup de leurs majors, Universal, Sony, Warner, etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, nous, on vient de signer un deal avec Universal à Los Angeles, Monde, et du coup, on peut bosser avec la Univ en France, et ils ont une centaine d'artistes d'un coup avec lesquels on peut bosser. Et quand on bosse avec les majors, souvent l'entité mère, c'est pas la France. Et du coup, nous, on a un pouvoir d'exportation de ce qu'on fait, parce que vu qu'on est rentré avec l'entité Monde, là, on va pouvoir aller bosser aux États-Unis, au UK, etc., avec leurs artistes. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu différent de ce qui a été dit. Et j'en profite pour ajouter quelque chose, c'est que nous, en fait, on a vécu un peu tous les murs dont vous avez parlé vis-à-vis des prods qui sont un peu pieds et mains liés. Et en fait, on s'est rendu compte que au-delà des prods, il y avait les majors, il y avait le label et les artistes. Et en fait, le pouvoir de décision, il est plutôt de l'artiste qui descend vers les prods et parfois les artistes et avec leurs majors ont aussi le pouvoir d'essayer de pousser certains outils. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Billy, de s'appuyer sur les majors, sur Universal, Warner, Sony, etc., qui vont essayer de pousser fort avec leurs moyens pour essayer de faire plier les acteurs historiques. On parlait d'Aparté-Trium, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas encore gain de cause, mais c'est une stratégie un petit peu différente qu'on essaie de mettre en place chez Billy. Et on espère que d'ici quelques mois, ça commence à porter ses fruits. Mais voilà, c'est une autre manière d'aborder la chose. Voilà. Ok, dans le théâtre, Charlotte, l'export, c'est imaginable. BAM Tickets à Berlin. On va dire déjà, le théâtre a une conquête à faire, c'est tout ce qui est hors grosse ville. Parce qu'en fait, déjà, il y a la conquête de ces territoires pour que justement la diffusion de la culture et du spectacle vivant soit beaucoup plus équilibrée sur ne serait-ce que le territoire. Et s'appuyer déjà sur les spécificités régionales de chacun et les forces et les énergies de chacun, c'est déjà pour nous un gros boulot. Un gros boulot, voilà. Ok, on va finir. Je pense qu'on a même un peu dépassé. Alors après, là, vous bougez pas, parce qu'après, il y a une autre table ronde dont j'ai pas l'intitulé en tête, animée par notre camarade Eddy, au nom de My Open Tickets toujours. Et il y sera question notamment de données. Je sais, Étienne, que toi, tu avais un tout petit mot à dire là-dessus. Peut-être en conclusion, je te laisse dire un tout petit mot là-dessus, mais 1 minute, sur la question des data et de la RGPD. Oula, oui. Une minute. Tout à l'heure, vous parliez que pour contraindre Parle bien dans le micro. Les distributeurs de billetterie, une loi serait peut-être nécessaire. Moi, je me rends compte qu'il y a une loi qui existe depuis un bout de temps, qui s'appelle le RGPD,
Je me rends compte qu'il y en a énormément d'acteurs qui ne la respectent absolument pas, notamment sur le consentement explicite, et que ça ne change rien. Donc je ne partage pas votre enthousiasme sur le fait qu'une loi puisse arranger les choses, parce que qui dit loi dit derrière contraintes, et ces contraintes ne sont pas mises en place. Voilà. Donc nous, on a constaté qu'il y a une espèce de distorsion de concurrence entre les gens qui respectent et ne respectent pas cette réglementation. Écoutez, il faut faire avec. Donc là, Lance Armstrong a gagné le Tour de France 7 fois. Appel à l'État, non pas pour légiférer, mais pour faire le gendarme, pour faire respecter la loi. Merci à vous tous.